la majorité des crises qu'on a connues, c'est pas parti simplement de petits problèmes sociaux. C'était des acteurs politiques voilà, qui ont conduit les populations dans tous ces événements-là. Lorsque j'allais sur YouTube, par exemple, je me rends compte que là-bas, il y a des informations qui sont vraiment partisanes. Donc, c'était tellement difficile à comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé que j'ai décidé moi-même d'aller faire mes recherches. Donc, il y aura peut-être des fake news aussi qui vont nous entuber. Il y aura beaucoup de problèmes, mais les réseaux sociaux seront à la réalité la clé pour cette élection. Bienvenue mesdames et messieurs dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clint Télès, aboblé de Père, de Fils et de Saint-Esprit. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. À l'approche des élections, nous vous proposons un épisode axé sur cette période importante pour notre pays. La patrie de la vraie fraternité. Bon. Notre invité a des vidéos axées sur la politique et l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sa chaîne YouTube est devenue la plateforme essentielle pour la jeunesse ivoirienne quand il s'agit de recherche d'informations vraies, fondées et palpables sur la politique et l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans notre podcast, nous recevons le créateur de contenu politique, Josias Asemon. Avec lui, nous allons parler des élections présidentielles et des enjeux politiques et sociaux à venir. Faut pas quitter, hein. C'est maintenant. Bonjour Josias. Bonjour Clint Télès. Bienvenue dans Laissons parler les gens. Merci. Et on est très content de te recevoir parce que actuellement c'est une période où vous êtes beaucoup chargé. Nous? En fonction du contenu que tu produis. Oui. C'est pour ça que je dis vous êtes beaucoup chargé. La première question que moi j'ai envie de te poser là, c'est de savoir pourquoi tu as décidé de créer du contenu politique. Alors, de base, je pense que si je ne crée pas de contenu politique, je ne peux pas créer d'autres contenus. Hein. Parce que je pense que pour être créateur de contenu, de base, il faut connaître quelque chose. Il faut savoir faire quelque chose. Et l'une des premières choses, si ce n'est la chose que je maîtrise le mieux, c'est parler de politique. C'est expliquer. Parce que je suis actuellement en master de sciences politiques. Donc, depuis la 2e année, en sciences politiques, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux, expliquer certaines choses, clarifier certaines choses. Et c'est dans ça qu'on est actuellement. Mais qu'est-ce qui a créé le déclic en fait? Le déclic, c'est que moi, en ma qualité d'étudiant en sciences politiques, j'étais désireux de faire des recherches. Donc, de comprendre certaines choses, voir comment l'histoire de la Côte d'Ivoire était, pourquoi celui-là n'a pas raison de ce qu'on nous dit, pourquoi celui-là a raison. Et lorsque j'allais sur YouTube, par exemple, je me rends compte que là-bas, il y a des informations qui sont vraiment partisanes. Il y a un qui va dire non, lui, il n'a pas raison. Et puis, il explique. Et puis, tu as comme l'impression que lui, il a raison. Et tu vas voir l'autre. Donc, c'était tellement difficile à comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé que j'ai décidé moi-même d'aller faire mes recherches. Donc, j'allais à des bibliothèques et c'est dans ces bibliothèques-là que j'ai découvert certains ouvrages. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas expliquer ça à mes frères ivoiriens? Et à partir de là, j'ai commencé. En fait, tu as déplacé la bibliothèque, le mettre dans le téléphone. Clairement, c'est ça. Pourquoi les jeunes, selon toi, ont du mal à comprendre l'enjeu politique? Généralement, dans nos familles, on a déjà des parents qui soutiennent une personnalité. Peut-être on peut avoir un père qui soutient M. Laurent Gbagbo ou M. Alassane. Et donc, ça fait que les jeunes ont un peu cette difficulté-là à se départir de ce qu'ils ont appris depuis le bas âge. Donc, c'est ce qui fait que nous, actuellement, on a la difficulté en tant que jeunes de comprendre les enjeux, tout ça. Ça fait combien de temps que tu fais du contenu, je vais dire, politique sur les réseaux? Alors, il faut savoir que j'ai lancé ma première vidéo le 25 mai 2023. Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, est-ce que tu penses que tu as impacté des jeunes? Oui, je pense que j'ai touché beaucoup de jeunes. Au départ, moi-même, je m'inquiétais parce que, vous savez, sur YouTube, on peut voir la tranche d'âge qu'on a au niveau des abonnés. Ouais, on te demande donc, tout ça. Moi, quand je partais regarder, je voyais que c'était 25-35 ans. C'est vrai que ce sont des Ivoiriens, mais ce n'est pas vraiment ceux-là que je voulais toucher. Tu voulais toucher qui? 17-16 ans. Ah ouais. Et du coup, je m'inquiétais un peu. Mais depuis quelques mois, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, 15 ans, 16 ans, qui nous ont même écrit sur Instagram, TikTok, pour nous dire « Ah, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci, grâce à vous, on commence à s'intéresser à la politique. On comprend la politique. » Maintenant qu'on sort des vidéos, il y a des jeunes qui nous disent « Ah, c'est toi, j'attendais pour comprendre ce qui se passe. » Donc, on se rend compte que en plus d'avoir impacté, on est comme l'habitude maintenant de certains jeunes. Ouais. S'ils veulent comprendre un phénomène politique en Côte d'Ivoire, directement, c'est Josias Asemon. Selon toi, qu'est-ce qui fait le succès de tes vidéos, en fait? Je pense que c'est à la fois le mélange. Parler de façon basique et puis toucher aussi, mettre un peu de grain d'intellectualisme dans ce qu'on dit. Alors, quand tu fais tes contenus, il n'y a aucun moment tu vas prendre parti pour quelqu'un, en fait. Jamais. Tu n'as pas dit que non. Jamais. On ne va jamais sentir le pro X ou bien pro Y, en fait. Jamais. Alors, moi, je veux savoir,
En quoi c'est important de rester impartial? Parce que déjà, c'est ce qui nous fait. C'est par notre impartialité que certains nous approchent. Ok. Vous allez remarquer que des gens même qui sont du PPACI, du RHDP, du PDCI et tous les partis politiques vont venir vers nous, par exemple, pour avoir certaines informations. Parce qu'ils se disent que avec lui, on va pas avoir l'information du RHDP, on va pas avoir l'information du PPACI. Et comme je l'ai expliqué, c'est parce que moi-même, je me suis rendu compte que lorsque je partais faire mes recherches, il y a certains qui étaient vraiment partisans que j'ai décidé de ne pas faire comme ça. Chacun explique son Voilà. histoire. Ouais, je vois. Est-ce que tu as déjà refusé des propositions de partis politiques Beaucoup. ou bien de mouvements politiques? Beaucoup. Pourquoi? Beaucoup. Parce que ce sont des gens qui voulaient me garder pour eux. C'est-à-dire, ah Josias, on veut que tu fasses une vidéo pour nous. Là, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais ils disent que si tu commences à faire la vidéo, tu es avec nous. On ne veut plus que tu fasses d'interview avec telle personne. On ne veut plus que tu parles de telle Un personne. peu comme Imra Voilà. Didibé. Si tu as eu Imra, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux plus avoir C'est Didibé. fini. Donc, moi, j'ai dit non, ça, c'est pas notre ligne, ça. Il y a un homme politique qui m'a contacté, qui m'a appelé pour dire félicitations. Le Premier ministre, M. Robert Begue-Mombé, qui m'a appelé pour dire félicitations parce qu'on avait fait une vidéo sur lui, son histoire. Il a dit c'est très bien fait. Où tu as pris les informations, il m'a encouragé. Mais où tu prends les informations? C'est vrai que dans la bibliothèque, mais bibliothèque, comment on connaît? Non, on a des contacts aussi. On a des contacts aussi pour avoir certaines informations. Donc, il y a le premier, il t'a félicité, il l'a pas fait. Non, il n'y a pas eu d'argent. Et s'il devait donner de l'argent, ça n'allait pas. Ça allait pas prendre. Voilà. Parce Quoi? que non, on est dans un domaine qui est vraiment dangereux. Non, pardon. Quoi? Quelqu'un qui t'appelle pour te dire, mais Non, mais on est dans un domaine qui est vraiment dangereux. si on te donne, faut donner mon numéro. Il Donne mon n'y a numéro. pas de souci. Après, il prend ton numéro, je vais le donner. Il y a- Mais là, on a suivi tout le processus électoral. La liste La liste est sortie. Oui. Après, ils ont fait le dépôt des candidatures. On a eu plus de 60 candidatures. Jamais arrivé auparavant. Déjà, quand on voit 60 candidatures, quand il y a le chiffre simplement, ça montre qu'il y a déjà de l'intérêt pour la chose, c'est-à-dire être candidat à l'élection présidentielle. Et ça donne aussi un ton de vivre de notre démocratie, où on permet à ce que tout le monde puisse essayer d'être candidat, essayer d'être président. Donc, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, quand on voit aussi les 60, il faut se poser la question de savoir qui sont les 60 en réalité. Ouais. Qui est dans 60 là? Est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment crédibles ou pas? Je crois que le Conseil constitutionnel a déjà décidé. Et ils ont mis 60 ans dans tamis, ils ont tamisé. C'est sorti 5. 5, voilà. Donc, Quand tu vois de 60, on se retrouve à 5. Et sachant que il y a beaucoup qui avaient des dossiers incomplets. oui. Bon, quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême qui a un dossier incomplet, toi, qu'est-ce que ça t'inspire en fait? En fait, ici, il faut se poser la question de savoir c'est quoi qui était ce dossier incomplet, c'était quoi? Il y a d'autres qui n'avaient pas casier judiciaire. Voilà. Il y a d'autres qui n'avaient pas extrait de naissance. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a certains mais qui n'étaient pas du tout sérieux. Ouais. Permettez-moi de dire ça. Il y a certains qui n'étaient pas du tout sérieux. Et il y en a aussi, c'était le parrainage Oui. qui a causé problème. Il faut savoir que cette année, il y a eu des téléphones qu'ils ont donnés. On dit des tablettes, mais c'est ces petits téléphones qu'ils ont donnés. pour aller faire les recensements, tout ça à récupérer. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. C'était un peu nouveau. Il y a certains qui n'ont pas fait. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ça fait qu'il y a eu beaucoup qui ne sont pas passés. Ceux même qui étaient vraiment attendus à passer ne sont pas passés. Bon, 5 sont passés. Quel est ton regard sur les 5? Alors déjà, il faut signifier que les 5 candidats, il y en a 4 qui sont, je peux dire ça comme ça, des novices dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour la candidature à l'élection présidentielle. Ouais. Il y en a une, Madame Lago-Henriette, qui avait été candidate, mais on la connaît pas vraiment. Donc on pourrait la classer aussi au même niveau, au même stade que les 3 autres. Mais il y en a un qui est un gros poisson. Le candidat du RHDP, on le connaît tous. gros poisson. Un gros poisson. On le fait chier alors, on le fait chier. Un gros poisson. Donc, il faut signifier que parmi ces 5-là, il y en a qui sont à leur début et il y en a il y a un qui a déjà l'expérience. Ça serait un peu compliqué de le battre, mais rien n'est impossible. Et puis, on est en politique. Quand on parle d'élection, les gens peur. Beaucoup. Et les gens pensent toujours à la guerre, au conflit, parce que malheureusement, c'est les conflits qui racontent plus ou moins l'histoire de la Côte d'Ivoire, en fait. Comment explique-t-on l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir des conflits, en fait? Alors, tout part aussi des événements politiques. La Côte d'Ivoire, le 30 avril 90, rentre dans ce qu'on appelle le multipartisme. Et puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont désireux de devenir président, premier ministre. Donc, il y a déjà une guerre qui commence. Mais 3 ans après, en 93, il y a une balèze guerre qui va commencer parce que le président Houphouët décède le 7 décembre. Donc, déjà, entre M. Henri Konan Bédié et M. Alassane Ouattara, il y a problème. Et puis, après ça, on rentre encore dans tous ces problèmes-là. Pendant qu'on s'attendait à ce que tout puisse se calmer pour l'élection de 95, le 8 novembre 94, il y a un nouveau code électoral qui est promu, où on dit qu'il faut avoir été sur le territoire pendant 5 ans, il faut être exclusivement de père, de mère, voilà. Ah donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein, depuis 94. Donc, ce problème-là, ça commence à créer d'autres choses, où on s'attendait à ce que la scène politique devienne calme.
En 2000, il y a encore... en fait, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la majorité des crises qu'on a connues, c'est pas parti simplement de petits problèmes sociaux. C'était des acteurs politiques voilà, qui ont conduit les populations dans tous ces événements-là. Mais c'est aussi parce que la Côte d'Ivoire, démocratiquement, n'était pas âgée. 90, on a vu 95, on a vu 2002. C'était environ 20 ans que la Côte d'Ivoire avait des démocraties. Mais à l'heure actuelle, vu qu'on a connu certaines situations qui n'étaient pas vraiment avantageuses, aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir évoluer. Alors, tu peux nous faire un état des lieux de la situation. Est-ce que on va raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire demain avec une autre crise? Il faut savoir que le contexte actuel dépend de l'opposition. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel a fait sa part. Le pouvoir aussi a fait sa part. Le pouvoir nous a déjà garanti une élection apaisée. C'était le même cas en 2020, mais on sait ce qui s'est passé. Si l'opposition décide de boycotter simplement l'élection, c'est-à-dire le PPACI, le PDCI, les gros candidats qui n'ont pas été retenus, de boycotter l'élection dans la passivité, on pourrait avoir une élection vraiment apaisée, tranquille. Mais si l'opposition dit, on sort, on va dans les rues, là, vous connaissez la suite. Donc, quand on regarde l'opposition, ils vont dire quoi? Voilà. Maintenant, quand on regarde le contexte actuel, l'opposition est dans une posture actuelle où il faut faire vivre le parti. Ça, c'est un élément très important à signifier. PPACI, PDCI, ils doivent faire vivre leur parti, mobiliser leurs militants pour ne pas qu'ils soient, on va dire, dans l'ennui et penser que le combat qu'ils mènent avec leur parti est inutile. Donc, ils vont forcément demander ou dire quelque chose pour qu'il y ait quelques échauffourées. Mais ça ne va pas dégénérer. Ça, il faut le signifier. Mais après, quand tu dis ils vont forcément demander, c'est vrai, l'opposition, mais c'est qui les personnages qui sont capables de faire ça, en fait? Ce sont les plus gros poissons. Le Front commun, PPACI, PDCI, c'est-à-dire c'est plus gros partis politiques. Ce sont eux qui peuvent parler et puis il y aura vraiment... Bon, c'est pas pour négliger que ce soit, mais si on prend M. Saleh Timoko, bon, il va dire sortir dans les rues, mais il y aura quelques gens dans les rues, mais ce ne sera pas à la même intensité ou même niveau que si le PPACI dit sortir dans les rues ou le PDCI. Donc, ces deux partis-là, par exemple, s'ils ont décidé d'aller, on va dire, dans un bras d'effet, là, on pourrait avoir vraiment inquiétude ici. Mais si ce sont les autres partis, il n'y a pas grand-chose à... Mais en fait, à t'entendre, tu parles avec vraiment une certaine sérénité de il n'y aura rien. Oui, c'est ce que moi je pense. Parce que on est tous conscients que quelque chose peut se passer. Ça, il faut le signifier. Nous, on est conscients. Nous qui sommes en bas ici, on pense que quelque chose peut se passer. Donc, on réfléchit déjà à qu'est-ce qui peut se passer. Mais il y a le pouvoir aussi qui est conscient du fait que ça peut dégénérer. Donc, le pouvoir aussi met en place les moyens, toutes les conditions pour pas qu'il y ait quelque chose. Supposons que le processus électoral se passe et qu'il n'y a rien. Et que l'opposition rentre dans un silence, mais total, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours quelque chose après les élections? Là encore, ça va dépendre de l'élection. C'est-à-dire qu'il y a 3 périodes. Il y a la période pré-électorale, électorale et puis post. Voilà. Donc, si pour aller à l'élection, la période pré-électorale, il n'y a rien, là encore, on va regarder la période électorale elle-même. Donc, s'il n'y a rien, voilà, là, on est un peu sûr d'avoir quelque chose de tranquille à la période post-électorale. Parce qu'une partie en avant, c'est-à-dire on a pré, on a pendant et puis on a post. Donc, pendant, ça dépend des pré, et puis post, ça dépend des pendant. Ah, ok. Voilà. Maintenant, si on a fait pré, bien, pendant, bien, et puis on est dans post, et puis c'est bien, est-ce qu'il y a post-post? Non. Si on est dans post et puis c'est bien, c'est qu'on n'a rien à craindre. C'est parce que ça dépendait du pendant. Si tu regardes en 2000, le pendant n'était pas bien. C'est pourquoi post, on a eu un problème. En post, par exemple, le 24 ou le 25 octobre, il y a eu les populations qui sont sorties dans les rues pour pouvoir mettre le président Laurent Gbagbo devant. Donc cet événement-là, ça crée problème parce que le RDA aussi a demandé à ses partisans de sortir dans les rues pour pouvoir dire qu'on doit réorganiser l'élection. Donc déjà, il y avait mésentente. Il y avait mésentente. C'est ce qui a créé ce qu'on a vu. Si on prend 2010, le pendant, on se rappelle, Conseil constitutionnel, lui, il a gagné. Voilà. On laisse ça là, on laisse ça là. Voilà, c'est ça. Donc, tout dépend de la période post ou pré. Alors, ici, nous, on parle vraiment des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tout ça là. Est-ce que tu penses qu'ils ont un rôle primordial dans la bonne tenue des élections en Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ce sont les réseaux sociaux qui vont tout faire. Okay. Si vous vous souvenez, dès qu'ils ont proclamé les résultats, le Conseil constitutionnel a sorti les candidatures, il y a eu des images selon lesquelles il y a des mouvements à Yopougon. Vous voyez, ça a commencé à inquiéter tout le monde. Ouais. Tout le monde a commencé à... Ça vous dit qu'à la réalité, le cadre dans lequel on se trouve, le siècle dans lequel on se trouve, surtout que la Côte d'Ivoire est rentrée dans cette digitalisation, ce sont les réseaux qui vont beaucoup jouer. C'est pourquoi vous allez remarquer que beaucoup d'acteurs ont des comptes Facebook, YouTube. Ouais. Tu vois que RHDP, il a son compte. Donc, ce sont les réseaux sociaux qui vont vraiment jouer. Après, on aura le terrain aussi, mais tout va partir des réseaux sociaux. Donc, il y aura peut-être des fake news aussi qui vont nous entuber. Il y aura beaucoup de problèmes, mais les réseaux sociaux seront à la réalité la clé pour cette élection-là. Donc, sinon, toi,
qu'est-ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux pour garantir une bonne tenue d'élection? Parce que nous, on a nos gambos, on veut continuer à manger. Pour avoir une bonne élection sur les réseaux, il faut partir avec des messages apaisants. C'est vrai qu'on peut constater des choses qui sont vraiment dangereuses, mais même dans la divulgation de ces choses-là, il faut, quand bien même on puisse dire que ça peut se gâter, rassurer quelque part. Il faut aussi calmer le jeu. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire que telle chose va se passer, prophétie par-ci, prophétie par-là. Vous savez que nous, on est beaucoup attachés à la religion. Ouais. Donc, dès qu'on entend ça directement dans l'esprit de tout un chacun, ça va se réaliser, ça va arriver. Donc, les mentalités commencent aussi à se préparer. Donc, sur les réseaux, je pense qu'il faudrait qu'on véhicule des messages apaisants, des messages de paix, des messages de solidarité, quand bien même on pourrait avoir certains événements. Bon, on est sur les réseaux sociaux et on ne va pas essayer de tourner autour du pot. Il y a des, j'ai pas envie de dire des leaders, mais il y a des gens qui ont vraiment une masse d'abonnés sur les réseaux sociaux, en qui certaines personnes s'identifient, qui, au lieu d'inciter à la paix, inciter, je veux dire, à la bonne tenue, à la bonne conduite sur les réseaux sociaux, par moment, prononcent des discours de haine. Selon toi, quel est l'impact qu'un discours de haine prononcé par ce genre de personnages sur Internet peut avoir comme conséquence en Côte d'Ivoire, en fait? Déjà, ce genre de personnages, même, il faut savoir qu'eux aussi, ce sont des acteurs politiques. Ce sont des gens qui travaillent... Mais à la base, eux, ils ne font pas politique. Mais, oui, c'est ce qu'ils disent, mais c'est tous ceux-là qu'on qualifie d'activistes de nos jours. Ce sont des gens qui travaillent pour quelqu'un ou pour un groupe. Donc, ce sont des gens qui sont dans la même perspective que le groupe. Si le groupe dit aujourd'hui on sort, ils vont venir dire la même chose. Donc, il faudrait faire la différence. Considérer ceux-là comme étant des gens de partis politiques. C'est-à-dire déjà les mettre dans ces partis-là. Il y aura certains qui vont toujours prendre la posture du PPACI, du RHDP. Il faut déjà les mettre là-bas. Maintenant, la conséquence que de tels propos peuvent avoir, c'est qu'on aura de véritables escalades sociales. On aura, oui, parce que si moi je me sens proche du PPACI et que quelqu'un aussi qui dit il n'est pas du PPACI, mais on le connaît en tant qu'activiste, vient dire que aujourd'hui on demande à ce que tous les militants du PPACI fassent ceci, fassent cela. Généralement, ils vont tous rentrer dans le jeu et puis sortir dans les rues, commencer à faire des choses. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est que ces genres d'actions, ces genres de comportements, il faudrait faire la différence. D'abord, classer ces gens-là, et puis nous aussi se mettre dans une posture de compréhension. Il faut comprendre que lui aussi, c'est son travail. On le paye pour ça. Donc, il faut comprendre qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qui va toi t'arranger, mais il est en train de faire ce que lui, on lui a demandé de faire pour qu'il puisse avoir de l'argent. Voilà. Majoritairement, ces personnes-là ont beaucoup de fake news. Oui. Et il y a d'autres aussi qui sont dans la désinformation, qui font de la récupération. Comment on doit se comporter face à ça, en fait? C'est tout ça qu'on classe dans le groupe des fake news. Donc, pour pouvoir avoir de bonnes informations, il faut d'abord aller à la source. C'est-à-dire, quand on dit que, je dis un truc comme ça, un activiste a dit tel propos. Donc, on fait relayer la séquence. Il faut aller voir déjà sur la chaîne de l'activiste ou la page de l'activiste. Regardez peut-être la vidéo intégrale. Et même si on n'a pas la possibilité de voir la vidéo de façon intégrale, faut tenter à regarder plusieurs fois. C'est-à-dire, vous allez remarquer que il y aura plusieurs séquences, plusieurs relais, mais ce ne sera pas les mêmes mots qui seront mis au-dessus. Parce que chacun veut donner un ton particulier, ce qu'il veut au sens de la vidéo. Donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de versions. Et lorsqu'il y a beaucoup de versions, il faut directement comprendre que c'est du fake. Moi, en fait, quand ils ont donné la liste des candidats retenus pour les élections, c'est que moi, j'ai fait, et puis ils ont commencé à faire les publications de Yopou Gwinter. Et mon petit frère m'a montré la vidéo et dit, non, calme-toi. Voilà. Il y a des sites qu'il faut aller voir. Va sur l'Infodrome. Si tu vas aller sur YouTube, va sur Josias. Tu vérifies. S'il n'a pas fait de publication, mais si l'Infodrome n'a pas posté, mais Abidjan.net, c'est que c'est pas vrai, en fait. Exactement, c'est comme ça. C'est la bonne démarche. C'est ce qu'il faut suivre. Trier les informations que je reçois, en fait. Et je vais revenir encore sur la question des jeunes qui ont peur de parler de politique, qui ont peur de s'intéresser. Parce que même moi, je transporte donc un trauma de ma maman qui disait que si tu parles de politique, ils vont te tuer. Ah oui? Oui, on nous disait ça quand on était petit, il ne faut pas parler de politique. Ah, ça c'est grave. Hein. Mais oui, on dit il ne faut pas parler de politique. Toi, tu parles de politique, on vient te chercher. Mais après aussi, on voit ce qui se passe, tu vois. Donc ça fait peur. Mais moi, je pense que quand ces hommes politiques parlent, ils disent toujours que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse, en fait. Et vu que ces jeunes ne sont pas intéressés à la politique, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là pour s'intéresser à la politique, en fait? Il faut comprendre qu'on est dans un combat. Ces leaders qui sont âgés, qu'on qualifie de vieux, permettez-moi, eux aussi, ils sont en train de militer pour que les places puissent rester. C'est-à-dire qu'ils sont dans une posture où on peut avoir des remplaçants, mais tant qu'on est là, c'est nous. C'est nous, on doit manger, c'est nous, on doit faire. Donc, il y a un combat... Oui, manger. Okay. Il y a un combat implicite qui est mené entre les vieux et les jeunes. Mais les jeunes ne comprennent pas. Pour eux, il faut avoir l'âge des vieux pour pouvoir faire comme les vieux.
Donc, généralement, ils vont se dire que si on veut s'intéresser à la politique, nous, notre place, c'est d'être en bas des vieux. Avant de devenir vieux. Voilà. Ou on s'intéresse carrément pas à la politique. Donc, ça, c'est le premier élément à comprendre. Il y a vraiment un combat entre les vieux et les jeunes. La Constitution demande à ce que l'État, les collectivités territoriales, quand on dit collectivités, c'est mairies et autres, puissent conduire les jeunes à s'intéresser à la culture, au sport, à la politique de leur pays. C'est plus culture que sport. Voilà. Donc, chez nous, ici, la politique est vraiment mise de côté parce que déjà, il y a des stéréotypes et puis il y a la volonté des vieux de faire tout leur possible pour que nous, on ne puisse pas avoir accès à certaines choses. Donc, peut-être on ne va pas comprendre ça comme ça, parce que nous, on ne sait pas, on ne voit pas comme ça. On est vraiment amoureux d'une personnalité. On va défendre ce vieux-là, vaille que vaille. Donc, on est dans une posture on attend que le vieux puisse partir. Et c'est le problème qu'on a généralement. Donc, nous, les jeunes, on doit commencer à se concentrer sur le fait que, c'est vrai, on a un leader, on a quelqu'un en qui on croit, mais par moment, nous aussi, on a la possibilité de faire les choses. Moi, il y a mon oncle qui me disait, j'étais en seconde par là, qui me disait que ne vous intéressez jamais à la politique. Ah, tu vois que ça tu me rejoins comme il ne pas parler de politique. Il me disait, ne vous intéressez jamais à la politique. La politique est dangereuse. Parce qu'il y a eu élection municipale simplement dans notre localité où il y a eu vraiment des problèmes. On a failli même tuer des gens juste pour l'élection municipale. Donc, il nous a donné ce conseil-là. Et moi, contrairement à beaucoup, il lui a dit, oh, il raconte des trucs. Moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas vraiment aussi la politique. Mais je disais que lui, il racontait des trucs. Parce que moi, si je veux m'intéresser à la politique, je m'intéresse à la politique, quoi. Voilà. Donc, il faudrait qu'on comprenne que on a grandi dans des environnements qui, eux aussi, nous ont conditionnés. Ouais. Et peut-être par chance ou par malheur, on n'est pas attiré par la politique ou on est attiré par la politique. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire quelque chose sans que la politique puisse intervenir dans notre activité. Quand tu loues la maison, c'est parce qu'il y a une politique de location. Si tu es en train de sortir, tu vas acheter quelque chose, il y a peut-être l'inflation qui va te ralentir. Tout est politique. Donc, il faudrait qu'on n'a pas demandé de devenir président de la République, mais il faut s'intéresser ne serait-ce qu'un peu à la politique pour comprendre que pour pouvoir avoir aussi un pouvoir s'exprimer, pour faire changer les choses en sa faveur. Ouais. Actuellement, on dit que la majorité des habitants de la Côte d'Ivoire sont des jeunes. Imaginons si les jeunes décident aujourd'hui qu'on va faire en sorte que le pain devienne 50 francs. Tous les jeunes sortent dans les rues, mais tous les jeunes font un mouvement. Forcément, on aura quelque chose. Donc, il faudrait que les jeunes puissent comprendre que le pouvoir qu'on dit, c'est une personnalité qui incarne. À la réalité, ce sont eux. Ah ouais. Donc, quand ils vont comprendre ça. Voilà, exactement. Dès qu'ils vont comprendre ça, c'est fini. Bon, je pense qu'on est vraiment sur la fin. Je vais te demander quel livre, c'est-à-dire quel bouquin ou bien quelle revue de presse ou quel documentaire pourrais-tu conseiller aux jeunes qui voudraient s'intéresser à la politique, en fait? Alors, si des jeunes veulent s'intéresser à la politique, je les conseille d'abord Joseph Simon. Je crois que là-bas... Mais c'est le moment de faire sa pub. Non, mais en termes d'ouvrage, là encore, ça dépend. La politique ivoirienne. Ouais. Oui, la politique ivoirienne. Faut maîtriser chez toi avant d'aller ailleurs. Il faut savoir que la majorité des ouvrages que moi j'ai pu utiliser sont des ouvrages aussi qui sont purement partisans ou politisés. C'est pourquoi je faisais toujours des croisements. Je prenais par exemple un ouvrage de ce camp-là, oui. et puis je regardais quelques similitudes. Et puis par moments, j'allais regarder des vidéos. Je contactais certaines personnalités qui ont vécu l'événement. Et quand je réunissais tout ça, j'avais une vérité. Donc moi, je pense que si on veut avoir vraiment des ouvrages qui vont nous parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça sera vraiment compliqué. Quel est le cliché sur la politique africaine et particulièrement ivoirienne que tu aimerais déconstruire? Alors, l'idée selon laquelle on est une jeune démocratie, donc on peut se permettre certaines choses. C'est-à-dire qu'on nous dit, comme je l'ai dit au départ, on a eu notre démocratie en 90, donc on est encore jeune. Faudrait qu'on se calme. Comme les jeunes, on a fait des erreurs. Voilà. Donc, certains veulent justifier des graves fautes par le fait que ça fait 2 ans qu'on est en démocratie, ça fait 3 ans. Alors que tous, ils savent que c'est vrai qu'on a 2 ans de démocratie, mais on a beaucoup d'expérience. Et la plus grande expérience, si on veut parler des pays africains de façon générale, ce sont les guerres interculturelles. Ouais. Chez nous, ici, ça a été chrétien-musulman. Donc, presque tous les pays d'Afrique ont connu ça, ce genre de crise-là. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est parce qu'on est jeune qu'on puisse se permettre certaines fautes. Donc, il faudrait qu'on commence à se poser les bonnes questions. Comme, pourquoi est-ce que celui-là fait toujours ça? Parce que les acteurs politiques, si vous remarquez, ce qu'ils font n'est pas nouveau. Ils ont déjà fait ça. Ouais. Voilà. Et puis, ils viennent encore faire ça. Et comme ils ont un beau discours qui nous plaît, par moment même, c'est pas le discours qui nous plaît, c'est parce que nous, on est amoureux d'eux à un degré incroyable. Mais après, le discours, eux-mêmes découvrent le discours, le jour, ils vont le dire. Donc, voilà. Donc, on tombe dans ce genre de piège-là et puis on a de gros problèmes. Selon toi, les 5 candidats sont connus. Qui va gagner les élections? Comme je disais, si on regarde, tout dépend aussi des 2 gros de l'opposition. Donc, si par exemple, ils sont pas dedans, mais ça dépend d'eux. Oui, ça dépend d'eux. Parce qu'ils peuvent demander à leurs militants,
de voter X voilà, ou Y. Voilà. Et on sait que si les deux, c'est-à-dire PDCI, PPACI, s'associent avec déjà un candidat qui a une petite base, ça peut essayer d'atteindre le gros poisson qu'est le RHDP. C'est quoi ton sentiment propre à toi-même par rapport aux élections, par rapport à tout ce qui se passe en présidentielle, en fait? Il y a un peu d'assurance et puis de crainte. Il y a certaines familles qui commencent à se préparer pour aller au Ghana. Il y a certaines familles qui commencent à se poser des questions. Donc moi, je pense que lorsqu'on regarde ça... le Ghana. Si le ça Ghana n'était pas là. Ça nous met déjà dans un peu de crainte parce que tout peut arriver. Et on est en politique. La politique, aujourd'hui, ça peut dégénérer. Là où on est assis, on se dit que ça peut commencer à... Voilà. Donc, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Mais l'assurance qui est de ce côté-là, c'est que c'est vrai qu'on voit un peu de problèmes, mais moi, j'ai un peu confiance en nos autorités. Pour ne pas dire vraiment confiance. Parce que les autorités présentes ont, elles également, préparé le fait que tout puisse dégénérer. Moi, contrairement à toi, j'ai plus confiance aux populations, en fait. De ne pas vouloir se tuer pour quelqu'un, en fait. Oui, il y a ça aussi. Et ça, moi, j'ai vu ça en 2020, où ils ont demandé aux gens de faire des choses. Il y a plein qui sont pas sortis. Exactement. Vous-même sortez, allez-y, vous gérez. Là. Exactement. Merci beaucoup, Josias. Il n'y a vraiment pas de quoi. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez eu une belle culture politique et vous savez comment vous comporter dans cette période électorale parce que après ça, il y a la vie derrière. Un grand merci à la communauté Laissons parler les gens. Elle ne fait que s'agrandir et ça nous fait vraiment plaisir. Continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram, notre compte TikTok, Facebook, même la chaîne WhatsApp, elle est là pour avoir du contenu exclusif. Un grand merci à Laissons parler les gens, à son équipe, Audrey Likoun à la production. J'ai mis ma question pour nos réseaux sociaux. Un grand merci aussi à mes gars de Abidjan Podcast Studio. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour parler de comment gérer les élections en Côte d'Ivoire. C'est décryptage. Mais en attendant, tu fais quoi? Abonne-toi pour ne pas rater ce qui va se passer vendredi prochain. Bisous.